Comment expliquer à ses enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison? Les mots de Christelle Gervais. Son mari Alban a été tué le 10 mai 2022 d'une dizaine de coups de couteau devant l'école catholique de ses enfants à Marseille. Il venait récupérer ses deux garçons de 3 et 7 ans quand il a été sauvagement attaqué dans sa voiture. Sa fille de 20 mois se trouvait derrière sur le siège auto. Le meurtrier Mohamed L a été déclaré pénalement irresponsable. Décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. On peut peut-être écouter d'ailleurs Christelle Gervais avec nos confrères du Figaro. Elle raconte l'attaque au couteau. Une partie de l'agression a lieu dans le véhicule où Alban se trouve avec ma fille qui est dans le siège auto à l'arrière. Il y a un deuxième temps d'agression qui a lieu devant la fenêtre de la porte. Puis le meurtrier va poursuivre Alban sur une vingtaine de mètres à peu près, le pousser dans un laurier et continuer à le poignarder. Il a dit qu'il l'avait tué au nom de Dieu. Laissez-moi le finir, c'est le diable, je l'ai tué au nom de Dieu. On apprendra ensuite qu'effectivement, par contre, il est consommateur de cannabis et d'ailleurs, il est positif au cannabis au moment de l'agression. Et puis il y a le parcours du meurtrier, ses déclarations, et Christelle Gervais, je le répète, elle a pris la parole avec nos confrères du Figaro. Il y avait une interview dans le papier, dans le journal Le Figaro, et puis il y avait également ces sons qui ont été mis sur le site de notre confrère. Écoutez Christelle Gervais. Moins d'une heure auparavant, en fait, le meurtrier d'Alban va se présenter devant l'école des Lilas, qui est en haut de la rue de Sévigné, à peu près 800 mètres. Et il va entrer dans le véhicule sur le siège passager d'une enseignante de l'école. Exactement ce qu'il fait pour Alban. Un appel à la police va être passé par la directrice de l'école, avec finalement très peu de réactions. À ce moment-là, le meurtrier d'Alban se déplace et donc il va se retrouver devant l'école Sévigné où il va refaire la même chose, qu'il a dit qu'il l'avait tué au nom de Dieu. Laissez-moi le finir, c'est le diable, je l'ai tué au nom de Dieu. On apprendra ensuite qu'effectivement, par contre, il est consommateur de cannabis et d'ailleurs, il est positif au cannabis au moment de l'agression. Il a été placé en unité malade difficile en début août 2022. Et très vite, en fait, la question de la psychiatrie, de l'aspect psychiatrique va se poser. Tout le reste devient moins important quand même, en fait. Il va savoir nous dire qu'il ne savait plus qui il était, qu'il n'était plus lui-même, qu'il s'est retrouvé devant la Timone, qu'il était perdu, qu'il ne savait plus où aller. Et puis quand on va lui poser des questions sur ce qui s'est passé dans la voiture, là, il ne sait plus. Vraiment, sa réponse est « je ne sais pas, je n'étais pas moi-même ». Il nous a répété ça de nombreuses fois. Par contre, voilà, il sait nous dire qu'il a entendu des voix. J'ai quand même la sensation d'une mémoire très sélective. Christelle Gervais, l'épouse de Alban Gervais, qui a donc été tué en 2022. Elle a également écrit une lettre bouleversante qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Alban, pendant plus de 20 ans, tu as offert à ton pays tes talents exceptionnels de médecin, de radiologue. J'espère qu'un jour ton pays, que tu aimais tant et auquel tu étais si fidèle, te demandera pardon d'avoir permis ton agression pourtant évitable, pardon aujourd'hui de te laisser mourir pour rien, pardon un jour de permettre à ton meurtrier de briser d'autres vies, ton meurtrier dont la mémoire sélective lui permet d'oublier ce qui pourrait le rendre condamnable. La justice a demandé à ce que ce monsieur soit en hôpital psychiatrique sans préciser la durée. Donc il peut sortir dans 2 mois, pourquoi pas, si on juge qu'il était irresponsable durant l'acte, mais peut-être peut-il retrouver une forme de responsabilité qui permettrait qu'il sorte, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Donc Gilbert Collard, je voulais votre avis pour commencer cette prise de parole. Oui, écoutez, malheureusement dans ma carrière, j'ai rencontré par 2 fois des fous qui ont donner un sens très particulier à ce qu'on appelle la folie. Je vous le raconterai en 30 secondes tout à l'heure. Mais ce qu'on peut dire d'entrée, c'est que quand il n'y a pas de procès, il n'y a pas de justice. Voilà. Donc, Alban Gervais, 40 ans, père de 2 fils, n'aura pas droit à la justice. Voilà. Quand les psychiatres décideront que Mohamed L est guéri, il sera dehors. Permettez-moi de vous raconter ce que j'ai vécu. J'ai été l'avocat du père d'Anne Pavageau. On l'a oublié, bien sûr, parce que les morts s'oublient vite en France. Policière, tuée par un individu à coups de sabre japonais, alors qu'elle assurait la garde d'une préfecture à Bourges. Il a été déclaré l'assassin fou. Abolition du discernement. Le père de la victime, 3 ans après ou 4 ans après, se promène dans les rues et il croise l'assassin. Il avait été remis en liberté moins de 4 ans après les faits. Remis en liberté, non, pardon,
déclaré guéri. Alors, je pourrais aussi évoquer l'affaire des infirmières de Bourges, dont je me suis occupé. Là aussi, le Romain Dupuis, qui a décapité une infirmière qui était déjà en état de soin, n'est plus du tout dans une unité spécialisée. Il est maintenant dans une unité dite et il pourra sortir des dehors. Gilbert, on a un petit souci, la ligne, on va sécuriser la ligne parce que il y a des crachouillis sur la ligne, ce qui fait qu'on n'a pas entendu ce que vous disiez à l'instant. Je ne sais pas si elle est déjà sécurisée ou pas, la ligne. Non, laissez-moi quelques instants. Est-ce que nous écoutons un auditeur peut-être qui est avec nous? Et est-ce que cet auditeur, sans quoi je peux vous faire écouter plus longuement Christelle Gervais, ce qu'elle disait, comment expliquer à ses enfants, bien sûr, mais d'abord écoutez ce qu'ont dit les autres experts. On a aussi un des psychiatres qui écrit « Je n'ai aucun argument ce jour pour une pathologie psychiatrique sévère ». Il y a un expert psychologue qui l'a vu en expertise, qui nous dit qu'on est probablement sur une bouffée délirante aiguë, mais qu'il ne peut pas exclure une simulation visant à éviter une condamnation pénale. Les psychiatres, dans leurs expertises, parlent déjà de sa future réinsertion dans la société. Les experts psychiatres vont quand même aller jusqu'à nous dire que le risque de récidive de l'individu, c'est vraiment impossible à prévoir, c'est comme un infarctus du myocarde. Mais finalement, la question de la responsabilité des psychiatres qui vont le faire sortir, moi, on m'a quand même répondu, oui, mais si on fait ça, on n'aura plus aucun psychiatre qui voudra prendre en charge ses patients. Et comment expliquer tout ça à ses enfants? Christelle Gervais pose la question. Comment expliquer à ses enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison? Mes enfants sont aussi, depuis le début, ont très très peur en fait. Je pense que la confiance en la justice est quand même altérée. On est aussi condamné finalement à avoir peur tous les jours de voir que Mohamed, elle, est passé à l'acte de nouveau. Il est 11h26, on marque une pause. Gilbert Collard sera avec nous, à tout de suite. Et nous étions avec Gilbert Collard, on a été interrompu parce que la liaison n'était pas formidable, mais elle est rétablie. Gilbert, vous êtes avec nous? Oui, alors je ne sais pas à quel moment on a été interrompu, mais pour éclairer la question de ce qu'on appelle les criminels fous, j'ai été amené à m'occuper de l'affaire Anne Pavageau. Alors ça dit donc plus rien à personne, vous nous aviez dit Anne Pavageau, et après vous aviez parlé effectivement des infirmières. Voilà, les fameuses infirmières, les malheureuses infirmières de Pau. Alors, je vous disais, c'est ce que ça rejoint exactement votre propos de tout à l'heure, c'est que le meurtrier, Romain Dupuis, qui était placé dans une section très fermée, très spécialisée, très contrôlée, vient d'être, sur décision du juge des libertés, placé dans une unité classique. C'est-à-dire que maintenant, il s'achemine probablement vers une possible, je ne dis pas qu'elle aura lieu, vers une possible libération. Ce qui veut dire que cette décision dépend des psychiatres. Or, l'état de la psychiatrie générale et judiciaire en France est délabré. J'ai vu au procès Moitoiré l'assassin du petit Valentin, tué de 41 coups de couteau, 7 ou 8 psychiatres à l'audience, se traiter de tout, s'insulter à tel point que le président a dû intervenir pour les séparer. On était chez Molière. Les uns disaient il est fou, les autres disaient il ne l'est pas. Alors comment peut-on décider à partir d'une matière, la psychiatrie qui n'est pas une science, qu'un individu qui peut simuler, qui peut tricher, alors qu'on n'a pas des critères de simulation. Donc la conclusion de ce que vous dites, c'est que aucun criminel ne devrait être déclaré irresponsable pénalement, et que quoi qu'il arrive, il devrait y avoir un procès. C'est ça la conclusion de ce que vous dites. Mais pour une raison très simple, Pascal, qui devrait venir à l'esprit de tous les démocrates, c'est que être fou, ça ne veut pas dire être coupable. Et que s'il n'y a pas de procès, un individu qui est déclaré fou et qui est innocent, ce sera un fou coupable. Il faut un procès. Il faut un procès d'abord. C'est des dispositions qui existent dans tous les droits du monde, si j'ose dire, dans toutes les justices du monde, ou c'est une spécificité française d'être irresponsable pénalement? Non, c'est pas qu'en France, mais il y a des pays quand même où il y a ce qu'il faut, c'est le procès, quoi. Alors après, les juges décident si le criminel est fou ou s'il ne l'est pas. Du reste, la règle, c'est que le juge n'est pas tenu par l'avis du psychiatre.
C'est clair, ça il faut le dire et le répéter, le juge n'est pas tenu par l'avis du psychiatre. Donc il faut un procès, ce sont les jurés qui décident. Bon, là, cette décision, elle est susceptible d'un appel ou de quelque chose? Non. Donc c'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel, en plus c'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix, donc il n'y aura jamais de procès, quoi qu'il arrive. C'est fini. Non, alors tout ce qu'il peut y avoir, c'est une espèce d'audience fictive devant la chambre de l'instruction pour n'aboutir à rien, du reste, parce que ça ne modifiera rien. Donc c'est fini. Mais il n'y aura pas de procès. Donc Christelle Gervaise, elle devra expliquer à ses enfants plus tard que le meurtrier de son mari n'a pas été condamné. Est un fantôme qui n'existe pas, qui n'a pas été condamné un jour peut-être, elle ne le connaît pas. On remarquera de le croiser dans la rue. Quoi. On remarquera également, Gilbert Collard, qu'il y a des victimes dont on parle et des victimes dont on ne parle pas, des cas effectivement qui sont médiatisés et d'autres qui ne le sont pas. Il n'y aura pas de collectif pour Christelle Gervaise, il n'y aura pas un écrivain qui prendra la parole pour écrire son histoire, il n'y aura pas autour d'elle des médias qui rapporteront... Elle est abandonnée. Oui, elle est seule. Elle est complètement abandonnée. Je suis d'accord. Non, mais vraiment, moi j'ai des retours, j'ai des amis qui connaissent. D'abord, Alban était, d'après ce qu'on m'a raconté, un homme merveilleux, quoi. Merveilleux, mais d'une générosité, d'un dévouement, d'une gentillesse incroyable. Et la famille a été complètement abandonnée. C'est ça qui est dégueulasse, quoi. C'est que d'un côté c'est le folklore de la pleurnicherie, quoi, et puis de l'autre c'est le dédain, l'abandon, quoi. C'est insupportable, franchement, quoi. C'est pas acceptable, quoi. C'est plus acceptable. Je pense que tout cela qui macère dans la société française peut à un moment évoluer, sans doute, parce que les uns et les autres ont la perception, ils se rendent bien compte qu'il y a des victimes, je le répète, dont on parle, des victimes dont on ne parle pas. Donc, quelle sera la conclusion de cela? Ce sera peut-être aux prochaines élections présidentielles qu'on verra comment les Français se prononceront, mais sans doute que ce désir de justice et ce désir de sécurité sera au cœur de la campagne présidentielle. Merci beaucoup Gilbert Collard. Merci. Vous allez prendre quelques vacances peut-être, même si vous êtes vous êtes un retraité. C'est vrai? Oui. J'ai peur des vacances. J'ai jamais pris de vacances de ma vie parce que j'ai toujours considéré que faisant. Ça c'est pas vrai. Alors ça c'est pas vrai parce que je vous ai vu à la Baule. Alors ça franchement c'est pas vrai du tout. Là je vous ai vu à la Baule, mais il y a très longtemps. Très longtemps, je vous ai vu. Peut-être. Mais non, parce qu'en plus, comme c'est un homme du Sud, je me disais, mais qu'est-ce que Gilbert Collard? Mais je pense que vous n'êtes pas venu beaucoup, en plus, j'imagine, à la Baule, mais je me souviens vous avoir... Permettez-moi de dire que j'ai pas de bol. Oh, écoutez, ce genre de plaisanterie, c'est la... Vous aviez aimé d'ailleurs la Baule, vous qui êtes un homme du Sud? Beaucoup, j'adore, c'est très beau. Mais la France est magnifique. Chaque fois que je me promène un peu, alors que je travaille, je trouve la France. Mais là, vous ne travaillez plus, puisque vous avez fermé votre cabinet d'avocat, m'avez-vous dit la dernière fois? Ah oui, mais je continue à écrire. Là, j'écris le 2e tome de mes indéfendables mémoires, puisque j'ai déjà publié le 1er tome dont vous avez eu l'amabilité de me faire parler dans une de vos émissions. Bien sûr, qui est remarquable. Je prépare le tome 2, et puis je m'active quand même pas mal du point de vue de l'action qu'on peut faire pour essayer de... par exemple, là, j'ai pris position pour ce qui arrive à Philippe de Villiers, quoi. J'arrive pas à comprendre que l'ARCOM, ce rendez-vous de gnome, puisse vouloir comptabiliser la parole d'un homme qui n'est pas inscrit à un parti politique. Je veux dire, et là, je mène combat. Vous voyez, ça me prend un temps fou, mais je suis heureux de le faire parce que je considère que Philippe de Villiers, c'est le trouvère de la parole interdite. Non, mais on a le même problème avec André Valigny, pour tout vous dire. Et André, pas possible. On aimerait qu'André soit plus présent dans notre émission ou dans nos émissions, parce que c'est une sensibilité d'ailleurs qui n'est pas du tout celle de Philippe de Villiers, et elle nous intéresse. Non, mais il est remarquable, il est très correct, il est très honnête. Et il a effectivement fait une démarche auprès de l'ARCOM. Il a conseillé simplement départemental, mais dans une toute petite ville, parce que ses parents étaient nés là. Il n'y a aucune fonction au fond politique. C'est parce qu'il il est même, je ne sais plus si c'est conseiller municipal, pardonnez-moi, mais c'est pas départemental, conseiller municipal, mais dans un tout petit village. Et le fait qu'il soit dans ce petit village, et puis il n'a pas envie de quitter cela, parce qu'il y est depuis 50 ans. Quoi, depuis 40 ans, je crois. Donc on est en France dans un système... De Villiers n'a aucun mandat, lui. De Villiers n'a aucun mandat. Aucun mandat, je suis d'accord.
Mais c'est... Il n'y a plus que des mandats d'arrêt contre la parole maintenant. Il est 11h40, je vois chez vous le sens de la formule aiguë que vous avez. Et j'aurais bien aimé vous voir plaider, quoi. Vous écoutez plaider. Ça m'aurait plu. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des... À ceux qui m'écoutent. Ah, je pense que ça devait être de temps en temps des bons moments de plaidoirie. 11h40, merci cher Gilbert Collard, et puis on sera avec un auditeur qui est merci à vous tous. Mickaël. Le meurtrier Mohamed El a été déclaré pénalement irresponsable, décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Là où il n'y a pas de procès, disait Gilbert Collard, il n'y a pas de justice. Mickaël, chauffeur routier en Ardèche, bonjour. Oui, bonjour Pascal. Vous vouliez réagir? Oui, moi je voulais apporter tout mon soutien à Madame Gervaise et à ses enfants, bien sûr, car son mari et leur papa est mort dans des conditions inhumaines, moi je dis. Je me demande dans quel pays on vit. On est revenu au temps des barbares, du Far West. C'est la loi du plus armé. Et puis n'en parlons pas, notre justice, elle est pitoyable. Mais il y a même plus de justice parce que maintenant on condamne même plus. Au nom de la non seulement on ne bien-pensance, condamne même plus, mais il n'y a même pas de procès. Donc comme ça, c'est encore autre chose. Et tout ça, c'est au nom de la bien-pensance. Moi, j'appelle ça du gauchistan et du wokistan. On est devenu... En même temps, cette irresponsabilité pénale, elle existe. Elle est dans les lois, elle est dans les textes. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, il y a des gens qui ont jugé. Alors, où on trouve qu'il n'y a plus d'irresponsabilité pénale, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure à Gilbert Collard, ça n'existe plus. Et puis, voilà, c'est un autre système. Mais Pascal, quelqu'un qui passe à l'acte de tuer quelqu'un, c'est bien que psychologiquement, cette personne a des problèmes. Alors, donc maintenant, toute personne qui va tuer quelqu'un, on va plus la juger, donc. Ce sont des arguments que j'ai entendus parfois, effectivement. J'entends ce que vous dites. Moi, je suis en train de dire que notre civilisation est en train de s'éteindre, comme toute grande civilisation. Il nous faudrait peut-être un expert psychiatre dans ce débat. Je le dis pour Laurent Tessier, parce que c'est intéressant quand même d'avoir un expert psychiatre qui nous explique comment on appréhende la folie. Je crois que c'était Monsieur Ferrari que nous appelons régulièrement. Ferrari. Mais c'est vrai que ça peut éclairer, pourquoi pas, ce débat, et d'avoir même un expert qui est convoqué par la justice régulièrement. Parce que est-ce qu'on ne juge pas de la personne si elle est folle au moment où effectivement il va l'interroger? On doit juger si cette personne était folle, j'emploie le terme le plus trivial, au moment où il est passé à l'acte. Donc ça me paraît quand même très 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 spécieux. On voit bien que notre société se déshumanise complètement. Il va falloir combien de Elias, combien de Thomas, combien de Alban avant que les Français se réveillent. Il va falloir qu'on se réveille. Il y a une élection présidentielle, je l'ai dit, dans 2 ans, et peut-être, sans doute, que la question de sécurité et de justice sera l'un des thèmes majeurs de la campagne. Parce que ça fait 40 ans que notre pays, depuis 1980, notre pays part à volo, pour moi. Bon, manifestement, vous n'êtes pas un électeur de gauche. Non, et pourtant je devrais l'être, parce que je suis un ouvrier, moi. Je devrais l'être, mais la gauche a perdu toute logique. Quel âge vous avez, Mickaël? 52 ans. 52 ans. Et vous avez toujours voté à droite? Oui, toujours. Et aujourd'hui, vous votez... sinon, je m'abstiens et je marque des revendications sur mes bulletins de vote. Vous avez raison. Et la dernière fois que vous avez voté à la présidentielle, vous avez voté pour Marine Le Pen au second tour? Oui. Moi, Monsieur Macron, j'arrive même pas à comprendre que des gens ont pu revoter pour lui. Moi, j'avais fait partie des mouvements des Gilets jaunes, très très actifs dans le Nord Ardèche. J'avais marqué sur mon gilet jaune « En marche avec passion contre Macron ». Mais là, moi, j'aime bien prolonger parfois les discussions au-delà de pourquoi vous nous aviez contacté. Vous êtes chauffeur routier. Depuis combien de temps vous êtes chauffeur routier, Mickaël? Moi, je conduis depuis l'âge de 19 ans et depuis 10 ans, à côté, je suis en micro-entreprise, je fabrique des lampes en bois. Des quoi? Donc, vous voyez, des lampes en bois. Des lampes en bois. Bon, donc voilà. Vous êtes en CDI comme chauffeur routier? Oui, depuis... depuis combien de temps dans la même société? 30 ans. Dans la même société? Oui. Bon, est-ce que c'est indiscret de vous demander le salaire que vous avez?
autour de 2500 €. Net, nous sommes d'accord. 2500 € net. Et là, une fois que vous avez payé les impôts. Vous êtes marié, vous avez des enfants, Michael ? Marié. Et j'ai perdu un de mes enfants. Vous nous aviez raconté effectivement ce malheur. Mais en Ardèche... Et ma femme a un enfant. Bon, et en Ardèche, vous vivez dans une petite... à l'écart ou vous vivez dans en ruralité? Dans un chalet. Oui, dans un chalet perdu en forêt, je vous avais expliqué. Vous deviez venir faire du cheval. Mais je sais, mais ça m'intéresse. Mais votre niveau de vie, vous le jugez... par exemple, vous allez partir en vacances? Vous avez les moyens de partir en vacances cet été? Puisque votre épouse travaille également, sans doute? Elle est à la retraite, elle a 10 ans de plus que moi. Bon, et donc, avec 2500 € net, vous pouvez effectivement vous offrir quelques jours de congés et de vacances à l'extérieur de l'Ardèche. Oui. Mais enfin, je vais vous dire, nous on paye tout, on n'a droit à rien, on vit pas comme des nobles, hein. Oui. On fait attention à tout, voilà. Restez avec nous parce que je disais qu'on a besoin d'un expert psychiatre et on a Daniel Zaguri. Et Daniel Zaguri, vous le connaissez parce qu'il a écrit d'abord un livre extrêmement intéressant sur Monsieur Dupont, Xavier Dupont de Ligonnès. Il s'est mis dans la tête précisément de Xavier Dupont de Ligonnès, tant est que ce soit possible. Il est expert psychiatre. Je ne sais pas, j'imagine que vous êtes intervenu régulièrement, Monsieur Zaguri, parfois pour la justice. Bonjour. Bonjour Pascal Praud. Oui, ça m'est arrivé, oui. Bon, est-ce que il faut croire l'expertise psychiatrique telle qu'elle est proposée par la justice ? Oh, mais ça veut dire quoi votre question? Elle est extrêmement générale. Ça veut dire que est-ce qu'il faut s'en remettre à un seul expert ou même à un, deux ou trois, parce qu'on sait que c'est quand même un domaine qui n'est pas une science. J'espère que je ne vous choque pas en disant cela. La psychiatrie, ce n'est pas une science, donc il y a une part d'interprétation, il y a une part forcément de subjective dans le constat que vous allez établir. Donc, est-ce qu'il faut écouter les psychiatres, en clair, lorsqu'ils sont sollicités par la justice? Oui, il faut les écouter quand ils sont sérieux, quand ils ont pris le temps d'examiner longuement la personne et quand ils ont un point de vue éclairé. Mais si vous voulez, vous avez prononcé un mot important, c'est le mot interprétation. Parce que quand on conclut à l'irresponsabilité pénale, on n'est pas dans un domaine exclusivement scientifique. C'est-à-dire qu'on doit établir un lien entre l'état mental du sujet au moment des faits et l'acte qu'il a commis. Si ce lien est déterminant ou exclusif, à ce moment-là, on conclura à l'abolition du discernement. Mais c'est rare. C'est rare. Vous savez, les décisions d'abolition du discernement sont tellement rares que d'ailleurs on l'a reproché aux experts. On reproche deux choses aux experts. On leur reproche de ne pas faire de conclusion d'irresponsabilité pénale et de laisser en prison des sujets qui sont très malades, et on leur reproche le contraire. Bon, donc c'est effectivement une interprétation, et cette interprétation, elle doit être la plus rigoureuse possible. Et il y a effectivement le jeu des expertises, des contre-expertises, des surexpertises, et il n'y a pas toujours querelle d'experts. S'il y a trois expertises convergentes... Je vais poser la question différemment. Est-ce que dans votre carrière, vous avez rencontré pour la justice des prisonniers, des gens qui allaient passer en procès, et vous avez déclaré qu'ils étaient pénalement irresponsables? Oui, bien sûr. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois. Un certain nombre de fois? Oui, bien sûr. Ils avaient tué? Oui. Pardon? Ils avaient tué? Éventuellement, si vous voulez. Mais alors, qu'est-ce qui fait? Parce que y a quelque chose qui revient souvent dans les conversations. Les gens qui nous appellent disent:
quelqu'un qui passe à l'acte, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Les tueurs, par exemple, on voit ça aux États-Unis, qui arrivent et qui tuent de masse, comme cela, qui tuent à l'aveuglette, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. De la même manière, ce chauffeur à Nice, qui avait foncé sur la foule, il y a quelque chose, effectivement, qui ne va pas. C'est ce que dit ce que disent les uns et les autres. Donc, quelle est la différence entre cet état-là et puis celui qui est complètement fou au point de ne pas pouvoir passer devant la justice? Oui, vous avez raison de poser la question comme ça, parce que quelque chose qui ne va pas, vous imaginez bien qu'on le voit très souvent aux assises. Je dirais que il est assez rare, quand on est à l'aise dans sa vie, équilibré, riche, avec des amis, un travail, il est assez rare qu'on arrive aux assises. Ça arrive, et ça arrive, mais c'est rare. Donc quelque chose qui ne va pas, ça ne suffit pas pour conclure à l'abolition du discernement. Pour conclure à l'abolition du discernement, il faut que il n'y ait pas d'autre explication, il n'y ait pas d'autre éclairage que la maladie mentale. Elle seule éclaire les faits qui ont été commis. Vous voyez ? Et quelque chose qui ne va pas, bien sûr. Alors, effectivement, le chauffeur qui fonce dans la foule, et cette question, par exemple, on la retrouve par rapport au sujet radicalisé. Quelque chose qui ne va pas, il y en a beaucoup, qui sont effectivement... Non, mais c'était un euphémisme, je l'ai dit comme ça, mais en fait c'est beaucoup plus grave que ça. Il y a quelque chose de complètement détraqué, c'est ce que j'aurais dû dire cela d'ailleurs. Quelqu'un qui passe à l'acte comme ça, et les fusillades de masse, il y a quelque chose qui va bien au-delà qui ne va pas. Mais restez avec nous, parce qu'il est 11h56, on n'avait pas prévu de vous appeler. Si vous pouvez rester avec nous, Daniel Zaguri, parce que c'est un sujet que je trouve passionnant, parce qu'on vous demande de juger un état. Vous voyez quelqu'un 1 an ou 2 ans après, je ne sais pas combien de temps après l'acte, et on vous demande de juger comment il était dans cet acte-là. Mais évidemment, vous le voyez, j'imagine que quand vous le voyez, il n'est pas non plus dans un état convenable. Et puis, Gilbert Collard disait, 3 ans plus tard, celui qui avait été déclaré irresponsable pénalement, il était dehors. Et donc, on avait déclaré qu'il avait guéri. Ce qui m'étonne, moi je suis pas psychiatre bien sûr, mais je vois pas comment on peut guérir de cela. Mais vous nous donnerez peut-être des... Et on est donc avec Daniel Zaguri, que vous connaissez, qui est psychiatre, qui a écrit ce livre sur Xavier Dupont de Ligonnès, et puis qui intervient régulièrement dans des émissions pour donner l'avis de la psychiatrie dans le monde d'aujourd'hui, et comment elle peut intervenir, comment elle peut aider, comment elle peut soigner. Et puis la justice fait appel évidemment au psychiatre pour juger parfois si un homme est responsable ou non pénalement. Mais ce que je disais, monsieur Zaguri, c'est ça qui est quand même tout à fait étonnant, c'est que vous rencontrez donc cette personne et vous devez juger comment était cette personne, dans quel état elle était au moment de son passage à l'acte. Convenez que c'est quand même, de l'extérieur, c'est quand même très difficile à imaginer. Pas tant que ça. Dites-moi, il faut supprimer le mot juger. Un expert ne juge pas. Il évalue une situation et il essaie de répondre aux questions qui lui sont posées par la justice. Alors, en effet, c'est toujours un diagnostic rétrospectif. Pascal Praud, vous conviendrez aisément avec moi que l'expert est rarement sur la scène du crime. Donc, c'est toujours après la bataille. Donc, l'expert examine un sujet, il lit le dossier, il voit quels sont les témoignages, il recueille le récit de la personne sur son passage à l'acte, sur ce qui l'a précédé, etc., etc. Et il essaie de se faire une représentation globale, et ensuite il fait un diagnostic rétrospectif, c'est-à-dire qu'il se reporte au moment des faits. Alors, ça a l'air comme ça un peu compliqué, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment, parce que lorsqu'un schizophrène délirant, entendant des voix, répond à ces voix, qu'on l'examine, il est peu de temps après les faits, ou un certain temps après les faits, on a le dossier médical. Donc, tout ça, ce sont des choses qu'on peut reconstruire. Et encore une fois, les conclusions d'irresponsabilité pénale sont rares et normalement, elles ne doivent être faites que si on est absolument
certain, compte tenu de la gravité de cet avis, que si on est absolument certain qu'il n'y a pas d'autre explication que la maladie mentale. Bon, dernière chose, parce que tout à l'heure, Gilbert Collard disait pas de procès, pas de justice. Et il pensait évidemment à Christelle Gervaise, la femme d'Alban Gervaise. Son mari est mort, tué par cet homme, plusieurs coups de couteau. Cet homme ne sera jamais jugé, il est pénalement irresponsable. Bon, ce qui peut nous inquiéter, c'est que si on souhaite protéger la société, cet homme, la justice a dit aujourd'hui, il va en hôpital psychiatrique. Mais elle n'a pas dit la durée de l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'il peut sortir dans 2 ans si on juge qu'il est guéri. Alors, est-ce que le psychiatre que vous êtes pense que ce type de personnalité peut guérir ? Et est-ce qu'il faut qu'il soit remis dans la ville dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ? Alors, effectivement, alors il y a beaucoup de choses extrêmement démagogiques qui sont dites à ce sujet. Alors, en théorie, lorsque le sujet échappe au système judiciaire, il rentre dans le système sanitaire et à ce moment-là, les critères de sa sortie sont des critères exclusivement d'ordre psychiatrique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit effectivement guéri de l'épisode qu'il a traversé avec un traitement et un recul suffisant pour qu'on puisse estimer que la sortie est possible. Mais vous savez, c'est très démagogique de voir les choses comme ça. Il y a des sujets qui restent plus longtemps en unité pour malades difficiles qu'ils ne seraient restés en prison s'ils avaient été condamnés. Et alors il y a des choses même très, je dirais très. On peut pas être condamné, si je puis dire, à être traité à l'hôpital pendant 10 ans. Et par ailleurs, moi, je connais un certain nombre de situations où le préfet refuse les demandes des psychiatres et où des sujets guéris depuis longtemps sont maintenus à l'hôpital psychiatrique alors que c'est pas le lieu, c'est pas le lieu de. Là, on est dans quelque chose qui ressemble aux oubliettes. Donc, ça pose beaucoup de problèmes, mais on peut pas s'en sortir par une pichenette démagogique qui consiste à dire il va être dehors dans quelque temps, compte tenu, si vous voulez, il faut qu'il y ait des experts, et il faut que le médecin traitant le demande, il faut que des experts soient d'accord, et il faut que le préfet accorde la sortie. Il y a beaucoup de, si je puis dire, de verrouillages qui font que, la pichenette démagogique, c'est pas. Ah, vous dites démagogique, mais il n'y a pas, il n'est pas surveillé de la même manière. Il peut peut-être tout simplement sortir tout seul de l'hôpital. Ça peut quand même inquiéter, tout simplement. En tout cas, merci beaucoup, Daniel Zaguri. Puis comme c'est l'été et que vous allez être sur les plages bientôt, vous pouvez acheter le livre de Daniel Zaguri. On l'avait reçu, L'énigme public numéro 1. Il est dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès. On avait eu des discussions formidables parce que tout le monde a un avis sur Xavier Dupont de Ligonnès. Tout le monde a un avis pour savoir s'il est vivant ou non. Et parfois même, il y a des discussions vives entre les uns et les autres. Ça fait débat. Vous en pensez quoi ? Moi, j'ai été influencé par une femme qui m'avait dit ce type de personnalité ne se suicide jamais et il est protégé quelque part précisément par une femme. Voilà. Bon, maintenant. Et qui vous a dit ça ? C'était une psy qui m'avait dit ça que j'avais rencontré comme ça dans un dîner, je crois. Et bon, c'était une interprétation possible. Je sais que Monsieur Zaguri est sur une piste différente. Bon, mais c'est vrai que ce qui était intéressant dans l'échange qu'on avait eu avec Daniel Zaguri, c'est que curieusement, cet homme qui a tué 4 enfants, les siens, sa femme, n'a pas une image aussi abîmée qu'on pourrait imaginer qu'il est après un crime de ce type. Il fascine les gens. Il intrigue. Il intrigue et les gens... on a envie de le voir vivant.
On a envie de le retrouver. Non, mais c'est. Alors il y a ça, bien sûr, mais bon, c'était la richesse de notre conversation. Il est cher le livre de Monsieur Zaguri? Monsieur Zaguri va vous l'envoyer. Non, mais monsieur, franchement, Monsieur Zaguri. C'est une pince. Bon, 17,50 €. Il marche bien votre livre ou pas? Il marche bien? Ça va. Vous savez, je ne vends pas du rêve. Hein. Édition Seuil. Vous faites des salons du livre, ça doit être passionnant, ce que j'imagine, ça doit être à la fois passionnant et puis peut-être que vous en avez assez parce que les gens doivent vous donner leur avis, leur hypothèse et dans les salons du livre. C'est pas des hypothèses, Pascal Pro, c'est des convictions. Bah oui, bien sûr, ils doivent arriver vers vous et puis ils doivent vous dire mais vous devriez écrire ça, Monsieur Zaguri, parce que moi je l'ai lu, je sais comment ça se passe. Mais oui. Bon, je vais l'acheter, il est pas cher, je vais l'acheter, franchement. Aux éditions Seuil. C'est évidemment une des grandes histoires criminelles des dernières années. Il est 12h12, je vous remercie grandement.